Il continua de faire beau pendant près d'un mois encore. L'automne, cette année-là, fut lent à mourir. Cela permit à mon père de faire sécher les dernières figues qu'au premier orage il avait cru perdues. Sous prétexte de veiller à ce que le ramassage et le séchage fussent vite achevés, avant que les grosses pluies d'hiver reviennent cette fois, peut-être pour longtemps, je descendais presque chaque soir avec Asie à notre champ d'Afir. C'était contraire à la coutume. Un mari ne sort pas ainsi avec sa jeune femme dès les premiers temps de leur mariage. Mais cette guerre excusait tout. À vrai dire, ce n'était pour nous qu'un prétexte pour passer seuls au champ ces jours frais de fin d'automne. Moi, aidé d'une équipe d'ouvriers qu'il avait fait venir de chez lui, s'acquitter de la besogne. Du reste, Asie ni moi n'avions aucune compétence. Notre berger le savait bien, qui venait vite me rendre compte du travail fait pour que le soir à la maison j'eusse quelque chose à dire, et puis s'en retourner à ses clés. Il s'ingéniait aussi chaque soir à m'envoyer par le petit berger des figues fraîches, qui chaque soir étaient les dernières, et miraculeusement, le lendemain, moi, nous en envoyait d'autres. Il nous voyait venir et nous regardait passer par un sourire à la fois condescendant et complice, avec l'air de dire « Est-ce une tenue pour aller au champ ?» De fait, je changeais chaque jour mes burnous de drap mauve, noir ou ocre. Sous ma gandoie de soie blanche, chatoyait mon boléro rouge, dont les manches étaient brodées jusqu'au coude. La canne que je portais, d'un bois que je connaissais pas et qui ressemblait à de l'ébène, était un pommeau d'ivoire. C'était Echli qui me l'avait offerte la veille de mon mariage. Mais c'était surtout la toilette d'Asie qui détonnait dans le cadre rustique de nos promenades quotidiennes. Asie portait les atours classiques des jeunes mariés, mais les étoffes de ses robes, ses foulards, ses bijoux étaient probablement les plus fastueux que notre village eût vus depuis bien longtemps. Achille, poussé par Devda, lui avait payé un diadème qu'il avait fait fabriquer exprès et en grand secret par le bijoutier le plus renommé des Datiani. Quoique les femmes chez nous ne portent que des bijoux d'argent, Menache avait fait envoyer de Fès par son frère des broches rondes et des boucles d'oreilles d'or serties de pierres blanches, dont lui-même ne savait pas le nom. Chacun dans notre bande avait tenu à faire un cadeau à la nouvelle mariée. Idir avait exhumé de ses malles un voile rapporté d'Aflou qu'Asie ne mettrait probablement jamais. Medour avait préféré me faire un cadeau utile, en l'espèce un traité de périculture basé sur les plus récentes découvertes en la matière. Menache, quand il apprit la chose, faillit étouffer de rire, lui qui depuis si longtemps semblait avoir désappris la gaieté. Kou passa au doigt d'Asie sa propre bague d'argent émaillée. Nous savions qu'Ibrahim avait fait de mauvaises affaires et que ce cadeau de Kou véritablement lui coûtait. Par bonheur, peu de temps après notre mariage, Kou mit au monde son deuxième enfant, et Asie put offrir toute la layette nécessaire à la jeune maman. Le trousseau lui-même avait été acheté par mon père. Il était très varié et chaque soir Asie avait l'art de marier dans un ensemble barbare, mais étrangement beau, les plus criards de couleurs. Selon la coutume, ses longs cils étaient teints en noir avec de la poudre d'antimoine, et cela donnait par contraste à sa prunelle une teinte bleue de nuit. On avait aussi l'impression que ses yeux étaient plus enfoncés. Deux traits minces et dorés d'eau d'écorce de noyer, macérés, faisaient comme deux ailes au-dessus de ses sourcils. La même écorce avivait ses lèvres, ses gencives, ses mains, ses pieds, était rougi au henné américain, plus vif que le henné en feuilles que l'on utilisait naguère encore.
baignant tout cela un étrange parfum où se mêlaient à la fois l'héliotrope, les clous de girofle et les benjoins. À mesure qu'elle marchait, Asie en laissait partout dans les herbes qu'elle avait foulées sur les branches, qu'elle avait frôlées. Nous en retrouvions même le lendemain sur les dalles de la source d'Afir où nous avions bu la veille. Asie avait maigri, mais elle rayonnait d'un bonheur que je ne sais pas décrire. Peut-être parce que le bonheur ne se décrit pas. Les puiseuses d'eau que nous rencontrions baissaient la tête en nous croisant comme une femme doit le faire chaque fois qu'elle rencontre un homme. Mais souvent, quand nous étions passés, je surprenais, grands ouverts sur Asie, leur regard d'admiration. Mon mariage acheva de désagréger notre bande. L'amour vrai est égoïste. Asie et moi, occupés de nous-mêmes, avions oublié nos camarades. Et nous ne parlions presque plus jamais de rouvrir la SS. Par une malheureuse coïncidence, Menache lui aussi s'éloignait de nous et menait une autre vie. Il descendait maintenant tous les soirs avec la bande à Wali, souffrant seul dans l'impasse où l'avait acculé une passion que les coutumes de chez nous font payer de la vie. Il avait essayé d'en sortir, comme toujours, par une théorie à laquelle il s'efforçait de croire. Il n'y a que les dégénérés, les produits anémiés d'une civilisation fatiguée qui doutent et qui souffrent. Seule l'action est vraie, puisqu'elle résout les problèmes avant même de les poser. Faire n'importe quoi, n'importe quand. Voilà le secret du bonheur. Pour mettre en pratique ces beaux principes et en réalité pour adoucir sa peine, en abrutissant ses sens, Menache était devenu un habitué des sajas. Pour se faire agréer, l'élégant Menache porta un burnous sale, garda longue sa barbe. Il remplaça son fin bâton d'osier par un grand gourdin de frêne. Ce fut moi qui se chargea de l'initier. Il le fit du reste avec un tact exquis. Dès la première nuit que Menache était descendu avec eux, moi se surpassa. Il fit tout. Il tint d'abord le tambourin, et Menache admira le glissement de la main si rapide qu'il distinguait les doigts à peine. Le roulement que notre berger obtenait en faisait rouler sur la peau tendue le bout arrondi de son pouce. Moi pinça ensuite la mandoline, la jeta après qu'il en eut cassé une corde. La saja menait dans la nuit un vacarme infernal et pourtant mesuré. Au petit matin, Mouah exécuta des danses de femme. On lui avait apporté tout exprès une robe. Les préparatifs furent longs. Une danse de Mouah, c'était un peu comme l'engagement de la vieille garde. Le berger commença sur un rythme lent. Il semblait se réserver. La vache, soudain, fit cesser la saja et reprit sur un nouveau rythme mon basilic. Je voudrais me marier, mais cela ne dépend point de moi. Il savait que c'était l'air préféré de moi. Comme mu par d'invisibles ressorts, le berger partit. Il épousait chaque instant, chaque courbe du rythme avec une prodigieuse docilité. Il trépignait, se calmait, semblait déchaîné. Les plis de sa robe blanche dessinaient des zigzags dans l'air ou ployaient, au contraire, comme sous l'action de mains intelligentes. Tous ceux de la bande dansaient. La peau tendue du tambourin semblait devoir se rompre sous les doigts de Wali. Menache était réellement émerveillé. Moi, haletant, en sueur, vint s'asseoir à ses côtés, s'adossa à lui pour souffler un peu, pendant que tous, dans l'assemblée, le félicitaient bruyamment. Mais notre berger ne semblait pas entendre. Il enleva la robe, se drapa sans rien dire dans les pans de son burnous brun,
et laissa errer longuement son regard sur la montagne bleutée. C'était la fin. Tous montèrent vers le village. Mouh, cependant, gardait les yeux fixés sur l'horizon. Plusieurs lui offrirent de monter avec eux. Il disait non chaque fois très doucement. Menache non plus n'avait pas envie de monter. Cette nuit, ou peut-être le manque de sommeil, avait éveillé en lui trop de désirs vagues. Les traits de Devda revenaient ce soir devant ses yeux, avec une netteté particulière et une obsédante insistance. La nouvelle méthode était-elle inefficace? Quand tout le monde fut monté, ils restèrent tous les deux longuement, sans rien dire. Puis Mouah se mit à questionner Menache très discrètement sur sa vie. Il parlait de tout, de ses études, de ses voyages, du moindre détail de son passé. Il fut aise de trouver quelqu'un qui s'intéressât à lui, avec à la fois tant de zèle et d'ingéniosité. Lui-même se sentait en vaine de confidence. Il parla longtemps, un souvenir en éveillant un autre dans sa mémoire. Ils se levèrent tous deux, et au lieu de monter vers le village, prirent le chemin d'Aourir. Menache parlait toujours. Il dit tout, sauf par pudeur, et peut-être aussi par une crainte vague, ses sentiments pour Devda. Mouh écoutait, répondait juste assez pour faire voir qu'il comprenait bien tout. Il prenait quelquefois la main de Menache. Il sentit en passant qu'il avait la peau douce. Dans un mouvement que Mouh fit pour se tourner vers lui, Menache remarqua pour la première fois combien les yeux du berger étaient beaux. Ou était-ce seulement la nuit? Ils ne remontèrent qu'à l'aube, quand déjà des paysans sortaient aux champs. De ce jour, Menache descendit régulièrement chaque soir. Le jour, il se levait tard et il passait avec Mouh la plus claire partie de son temps. Il avait gagné à veiller un teint cadavérique. La toilette négligée, qui était de bon ton dans la bande, achevait de le défigurer. Mouh, au contraire, semblait rayonner d'un bonheur caché, mais intense. Jamais ses yeux glauques n'avaient eu tant de charme dans son visage mat. Vers la mi-novembre, nous reçûmes chacun une enveloppe d'un blanc sale. Nous étions tous affectés au 9e tirailleur à Meliana, où nous devions nous trouver le 18. Nous avions encore 3 jours. Nous décidâmes tous de n'en rien dire à personne avant le 17 au soir. Ce serait bien assez tôt. Cela me faisait drôle d'entendre ma mère et Asie reculer à plaisir ma date d'appel quand l'ordre était déjà dans ma poche. Cependant, dès le 16 au soir, la nouvelle se répandit car Mouh, qui après beaucoup de difficultés avait obtenu d'être inscrit avec nous et non chez les Baoadou, son pays natal, avait fait lire son papier à Akli. Devda aussitôt se précipita chez Asie. Les 40 saints de la tribu sont garants qu'il reviendra. Qui? Tu ne sais donc pas? Mokran doit partir après-demain. Devda savait très bien que j'avais fait exprès de ne rien dire à personne. Je le sais, dit Asie. Il me l'a dit, mais sa mère, ni son père n'en savent rien, et il ne veut pas qu'il sache avant la veille même du départ. Mais c'est aujourd'hui la veille. Ah oui, je veux dire avant ce soir. Devda ne s'y trompa pas. Tout le sang s'était retiré du visage d'Asie. Elle s'était appuyée contre le mur, comme si elle ne pouvait plus se tenir debout, et sa respiration était haletante. Je rentrai tôt ce soir-là. J'eus à peine enlevé mes souliers et chaussé mes espadrilles qu'Asie m'appela du premier étage où était notre chambre à coucher. Je montai. « Je n'arrive pas à fermer l'armoire, dit-elle.
J'enlevai le panier qui gênait la charnière et allai descendre. « Tu ne veux pas changer de burnous ? » ?»« Non. » Elle me retint encore. « J'ai rangé tes livres rouges dans le coin gauche de la bibliothèque. » Elle avait la tête baissée. Sa voix était mal assurée, son air gêné. Je vins à elle, lui mis la main sous le menton pour lui relever la tête. « Qu'as-tu ? » ?»« Rien, pourquoi ? » ?»« On ne le dirait pas. » Elle éclata en sanglots sur mon épaule. Je compris qu'elle savait, et me sentant gagné par l'attendrissement, je la repoussai doucement. La dernière journée que nous passâmes à Tasga fut triste. Idir seul préparait fiévreusement toute une série de malles de toutes les formes et de toutes les dimensions, comme s'il devait faire un voyage d'agrément. Le 18 au matin, Tasga nous vit partir au milieu du même deuil et des mêmes gémissements qui avaient accompagné ceux de septembre. La suite demain, vous pouvez vous abonner.